Eh bien, écoutez, je vais partager mon écran, si j'y arrive. C'est bon? C'est bon, on t'entend et on voit ton écran. Eh bien, écoutez, on va commencer. Pour terminer cette matinée, juste avant le temps du midi, je vais vous parler du ou des traitements pharmacologiques du choc cardiogénique. Sujet pas facile à aborder, tant la littérature est à la fois pauvre et quand elle est pauvre, elle est finalement très controversée. Alors évidemment, il faut que ça marche. Voilà. J'ai quelques petits conflits d'intérêts qui n'ont aucun rapport avec cette présentation. On parle de l'insuffisance circulatoire aiguë et du choc cardiogénique. Et forcément, aujourd'hui, si l'on parle de cette thématique, il faut parler des nouvelles recommandations qui sont parues il y a maintenant une petite année, qui sont la pyramide ABCDE. Alors, dans cette pyramide ABCDE, qui est une très bonne idée, je ne sais pas si elle est très pragmatique in fine, mais c'est une très bonne idée. Il y a une stratification du choc cardiogénique parce que si l'on regarde de façon un tout petit peu plus large et en reculant, l'insuffisance cardiaque aiguë, donc la dysfonction cardiaque, c'est un immense groupe de maladies. Donc ça ne veut pas dire grand-chose en soi. À l'intérieur de cet immense groupe de maladies, on a les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée, altérées, modérément altérées. Dans les fractions d'éjection altérées, on va avoir différents stades. Et à l'intérieur de ça, on a le choc cardiogénique. C'est plutôt bien d'essayer de catégoriser les malades dans différentes catégories, si je puis dire, mais ça rend les choses beaucoup plus compliquées. On a le stade A, à risque, par exemple ici pour le choc cardiogénique, le stade B, le stade bébé choc cardiogénique, le stade C, le choc cardiogénique classique, D, c'est le choc cardiogénique réfractaire, et E, c'est l'arrêt cardiaque réfractaire. Alors, nous, on s'intéresse essentiellement à la forme BCD, et plus spécifiquement pour ce cours, le malade classique qui va venir en réanimation, c'est le stade C, sous-entendu le patient qui est souvent passé par la case d'unité de soins intensifs cardiologiques ou qui arrive spontanément du service d'accueil des urgences et qui présente une hypotension artérielle avec une systolique à moins de 90. Il va être lactique, il va avoir une évaluation cardiaque dont vient de vous parler le professeur Asfar et auquel j'adhère totalement, qui passe par une échographie cardiaque initiale où l'on va mesurer un index cardiaque qui va être inférieur à une valeur magique de 2,2 litres minute mètre carré, mais qui en fait est juste pas en adéquation avec la perfusion des organes, c'est probablement beaucoup plus juste, et avec une élévation des pressions de remplissage. Ici, on peut parler de la PAPO, qui est supérieure à 15 mm de mercure et qui n'est évidemment pas systématique à la phase initiale de l'évaluation d'un choc cardiogénique. La chose importante à retenir, c'est que lorsque l'on parle d'un état de choc, il y a un traitement médicamenteux qui est mis en place, qui associe, et c'est la spécificité de l'état de choc cardiogénique pur, dans sa forme classique, un médicament vasopresseur, je vais vous expliquer pourquoi après, et un médicament inotrope. Je vais vous expliquer aussi par la suite. Ces deux traitements, qui peuvent représenter une seule molécule ou plusieurs molécules, est indispensable pour pouvoir classer le patient dans le stade C. La question qu'on va se poser, c'est quel médicament inopresseur, c'est un petit néologisme associant médicament qui vasoconstricte et qui fait contracter pour les stades B, C, D et plus spécifiquement, comme je vous l'ai expliqué, pour le stade D. Alors, il faut revenir un peu à la physiopathologie pour essayer de comprendre quelque chose qui n'est pas si intuitif que ça. Ça ne paraît pas si évident que ça de mettre un traitement vasoconstricteur, c'est-à-dire un traitement qui va faire serrer les vaisseaux
alors que le cœur lui-même est défaillant. Si l'on prend l'exemple du syndrome coronarien aigu, il existe une dysfonction à la fois de la systole et, comme nous allons le voir, de la diastole dans sa version explicative mécanique. Alors, on a une diminution du débit cardiaque qui va être associée à une diminution de la perfusion des organes et une diminution de la pression artérielle. Ces deux éléments vont être associés à une diminution de la perfusion des coronaires, en particulier sous la forme de la pression artérielle diastolique pour la coronaire gauche. Et cette diminution de la perfusion tissulaire va entraîner mécaniquement, en termes de réflexe, quasiment une vasoconstriction des vaisseaux périphériques. L'ensemble de ces éléments va concourir à aggraver l'ischémie et la dysfonction cardiaque. À cela se rajoute, pour la diastole, une accumulation de sang dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche ayant plus de mal à éjecter, qui va se répercuter dans les vaisseaux pulmonaires et être à l'origine d'un œdème aigu pulmonaire hydrostatique, à l'origine d'une hypoxémie, excusez-moi, pas hypoxie, et cette hypoxémie va engendrer de l'hypoxie tissulaire qui va aggraver l'ischémie et la dysfonction cardiaque sous-jacente. Eh bien, quelque chose que vous devez entendre, c'est que le choc cardiogénique, comme les autres chocs, et en particulier le modèle qui est le choc septique, c'est une maladie qui est inflammatoire. Elle est inflammatoire car elle induit, même dans les formes les plus modérées, un syndrome de réponse inflammatoire systémique qui va être à l'origine du relargage systémique dans la circulation générale d'un ensemble de molécules. J'en ai un ici qui est la plus connue, c'est le NO, via l'induction de la NO synthase inductible, qui va engendrer la production de cytokines de l'inflammation. Et l'ensemble de ces éléments aboutit, à contrario de ce que l'on pourrait croire, c'est-à-dire de la vasoconstriction initiale, à une vasoplégie, à une vasodilatation et en même temps à une aggravation de l'état myocardique et la dysfonction que l'on observe. Et ça, si l'on ne contrecarre pas ce cercle vicieux, on aboutira au décès. En termes physiopathologiques, un premier message que je vous demande de retenir, c'est que dans le choc cardiogénique, le primum movens, l'élément central, c'est le bas débit. À ce bas débit s'associe de la congestion. L'association bas débit plus congestion va être à l'origine d'une ischémie d'organes. Quels sont les organes qui souffrent en plus? En premier, en réalité, tous. Le tube digestif, les reins, le foie, le cerveau, le cœur lui-même vont souffrir. Et cette défaillance d'organes, cette ischémie, va être à l'origine de la promotion de l'inflammation qui va par elle-même aggraver ce cercle vicieux. Vous comprenez bien, que le traitement idéal d'un bas débit et d'une vasoplégie est un traitement qui va faire contracter le cœur et qui, et dans le même moment, va resserrer les vaisseaux. Il s'agit donc bien d'un traitement inoppresseur. Il y a trois grandes questions que nous allons aborder. C'est: les inoppresseurs améliorent-ils le débit et la perfusion tissulaire? Quel est le meilleur inoppresseur? Et doit-on les utiliser seuls ou en association? Tout d'abord, qu'en est-il du débit cardiaque et des inoppresseurs? Est-ce qu'ils permettent réellement d'améliorer le débit cardiaque? Soyons très clairs, ce n'est pas si évident que ça, que dans un myocarde infarci, lorsqu'une grande proportion de ce myocarde est infarci, en phase aiguë, l'adjonction d'un traitement par dobutamine permet réellement d'augmenter le débit cardiaque autrement que par l'augmentation de sa fréquence, c'est-à-dire d'augmenter le débit cardiaque par augmentation de son inotropisme. Ce n'est pas du tout si évident. Ce qu'il en est, néanmoins, dans ce travail expérimental, mais qui est très démonstratif, d'animaux, chez qui on a créé un choc cardiogénique en mettant des microbilles à l'intérieur de la coronaire gauche.
on a rajouté des traitements, des catécholamines, de la dobutamine, qui est un traitement inotrope positif, chronotrope positif, de la noradrénaline, qui est un traitement qui est à la fois inotrope positif, et vous allez comprendre pourquoi, et un traitement qui est vasoconstricteur. Qu'est-ce que l'on a observé? Vous avez vu, il y a 3 étapes, pas de traitement, dobutamine et dobutamine plus noradré. À gauche, c'est la fréquence cardiaque. Eh bien, la dobutamine fait un peu augmenter la fréquence cardiaque, mais l'association dobutamine plus noradrénaline, pas vraiment plus. Par contre, il existe une très nette augmentation de la pression artérielle dans le groupe dobutamine plus noradrénaline. Et, chose très importante, le plus à droite, vous observez que le débit cardiaque augmente franchement lorsque l'on associe dobutamine plus noradrénaline. Et vous pouvez voir qu'il y a un rond, il y a le rond coloré en vert, mais il y a aussi le rond non coloré. C'est de l'arginine vasopressine, la vasopressine seule. C'est en quelque sorte un groupe témoin. C'est un médicament qui n'a qu'une action vasoconstrictrice, enfin, en tout cas pour cet effet-là. Et vous observez que dans le groupe arginine vasopressine, le fait de le mettre eh bien, ne permet pas d'augmenter le débit cardiaque à droite. Ainsi, la noradrénaline plus dobutamine augmente le débit cardiaque durant le choc cardiogénique. Il y a bien donc un intérêt à mettre ces traitements. Mais s'ils augmentent le débit, est-ce que cela veut dire qu'ils augmentent la perfusion tissulaire? Là aussi, ce n'est pas évident, vous vous en doutez. Je viens de vous dire que l'on va vasoconstricter. Est-ce qu'en vasoconstrictant, vous améliorez la perfusion des tissus? Rien n'est moins sûr sur le plan intuitif. En fait, oui, cela permet bien d'améliorer la microcirculation. Dans ce travail, ce sont des malades qui sont en choc cardiogénique. On leur met de la noradrénaline pour augmenter la PAM de 65 à 85 mm de mercure. Ils ont tous de la dobutamine. Qu'est-ce que l'on observe? Globalement, il y a une augmentation de l'index cardiaque à 85 mm de mercure qui, lorsque l'on fait le washout, c'est-à-dire que l'on arrête la noradrénaline, redescend. On vient de reproduire l'étude précédente chez l'homme. Mais lorsque l'on regarde la perfusion tissulaire avec un dispositif de monitoring que l'on appelle la saturation tissulaire en oxygène, ça a été fait sur l'éminence ici Thénard, c'est-à-dire au niveau des mains. Lorsque l'on gonfle un ballon au niveau du bras pour faire baisser cette saturation tissulaire et que l'on dégonfle brutalement ce ballon et que l'on observe à quelle vitesse eh bien, les tissus vont être revascularisés, on va récupérer de la saturation, eh bien, on observe une différence entre le groupe qui a reçu de la noradrénaline par rapport à celui qui n'en a pas, au patient d'avant par rapport au patient d'après. Eh bien, cela témoigne donc qu'il y a bien une amélioration de la microcirculation tissulaire lorsque l'on est sous noradrénaline. On augmente le débit cardiaque et en plus, on augmente la perfusion tissulaire. C'est donc bien intéressant de traiter les patients avec des agents inopresseurs. Alors, quels inopresseurs? Quels médicaments? Eh bien, on va reprendre le diagramme du traitement du choc cardiogénique. Soyons très clairs, dans le traitement médical du choc cardiogénique, il y a forcément une étape qui passe par le traitement étiologique. Il faut déboucher le cœur, que ce soit en faisant de la lyse pour une embolie pulmonaire, que ce soit en levant l'épanchement péricardique compressif ou en revascularisant la coronaire pour les choses les plus simples. Le traitement médicamenteux, qui est la deuxième étape, qui commence bien évidemment au même moment que le traitement étiologique, associe les vasopresseurs et les inotropes avec un objectif qui est basé sur de la science pas très étayée, de 65 mm de mercure. Alors, dans les inopresseurs, je suis obligé de vous raconter un peu d'où l'on vient pour savoir où est-ce que l'on en est aujourd'hui, parce que ce n'est pas si évident que cela. Le NO est vous l'avez compris, un agent majeur synthétisé de façon acutisée, c'est-à-dire de façon exacerbée lors de l'état de choc, à la fois
par les cellules qui tapissent le système vasculaire, l'endothélium, les cellules vasculaires lisses, mais aussi les cellules myocardiques. Si l'on se concentre uniquement sur les cellules myocardiques, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, c'est que la synthèse de NO va diminuer l'entrée du calcium à l'intérieur de la cellule, va augmenter la recapture du calcium depuis le cytoplasme vers la zone de stockage qui est le réticulum sarcoplasmique et en même temps va altérer le fonctionnement mitochondrial. Vous avez bien compris, le NO, ça ne donne pas bonne mine à la contractilité du myocarde. D'ailleurs, sur le petit graphique de droite, vous avez en rond ouvert non colorié eh bien, l'étape basale de la contractilité d'un cœur qui va diminuer aux concentrations qui s'élèvent de NO. Et vous avez, lorsque vous faites une stimulation adrénergique, alors, par exemple avec de l'adrénaline ou de la noradrénaline, une augmentation de la force musculaire myocardique, mais qui va décroître lorsque l'on augmente les concentrations de NO. Le NO, clairement, altère la fonction myocardique, en plus d'avoir des effets vasorelaxants. Il fait partie intégrante de la physiopathologie du choc cardiogénique. Eh bien, logiquement, vous vous doutez que ça a été testé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 13 ans, bientôt 14 ans. On a utilisé des inhibiteurs non sélectifs de la NO synthase. C'est une étude de phase 3 randomisée. C'était déjà des gros effectifs, puisque il était prévu près de 700 malades, beaucoup de centres. Ce sont des chocs cardiogéniques de cardiopathie aiguë sur des post-syndrome coronarien aigu et on a utilisé du LNMNA, c'est l'inhibiteur non sélectif de la NO, par rapport à du placebo. On a regardé la mortalité à 30 jours. Le moins que l'on puisse dire, c'est que, quel que soit le moment post-randomisation sur les courbes de survie, eh bien, l'adjonction de cet inhibiteur non sélectif de la NO synthase a un effet neutre sur la survie. En d'autres termes, n'a aucun effet. Pourtant, il était très clairement montré dans ce travail que la pression artérielle moyenne était beaucoup plus haute dans le groupe recevant le traitement. Comment peut-on expliquer de tels résultats? Le NO est probablement indispensable, au moins en faible quantité, pour la microcirculation durant l'état de choc. C'était l'hypothèse avancée. Quoi qu'il en soit, on peut l'oublier. Un autre médicament que vous avez peut-être vu utilisé au bloc opératoire, la néosynéphrine, l'éphédrine, la phényléphrine, tout ce groupe de traitement d'agents alpha plus uniquement, est utilisé pour remonter la pression artérielle. On pourrait croire que là aussi, remonter la pression artérielle systolique, au sens global, diastolique, moyenne, pourrait être intéressant. Eh bien, dans cette étude expérimentale sur de la cardiomyopathie septique, une forme particulière, vous pouvez observer de façon très intuitive que comparé à l'adrénaline et à la noradrénaline, le seul médicament qui diminue le débit cardiaque, c'est la phényléphrine. Qui plus est, la phényléphrine altère, c'est le graphique de droite, la réserve contractile du ventricule gauche. C'est un indicateur d'inotropisme indépendant de la charge. Clairement, expérimentalement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais maintenant, si l'on regarde, parce que cela a été utilisé évidemment sur le plan clinique, on a regardé dans une population hypotendue au bloc opératoire qui avait reçu du remplissage et qui derrière reçoit de la phényléphrine, 50 patients uniquement, monocentriques, observationnels, forcément débiés. Eh bien, ils ont regardé avant la phényléphrine et après la phényléphrine les paramètres hémodynamiques, dont l'index cardiaque et le stroke volume, et de façon très nette, eh bien, si cela augmente bien la pression artérielle comme attendu, eh bien, cela diminue aussi dans le même temps l'index cardiaque et le volume d'éjection systolique. Clairement, vous imaginez bien que dans le choc cardiogénique, même si cela n'a pas été testé directement, cela ne va pas avoir des effets qui vont être positifs. La vasopressine est une drogue que nous utilisons assez peu en France pour des raisons essentiellement économiques, mais qui a l'AMM. La vasopressine est un médicament qui va agir sur les récepteurs
V1 et aussi les récepteurs V2 au niveau du rein, mais essentiellement V1, et va permettre d'être à l'origine d'une vasoconstriction. Cela a été testé de façon assez sommaire chez des patients en choc cardiogénique. C'est une étude rétrospective. Ils ont regardé 36 patients et ils ont mesuré un indice de couplage ventriculo-artériel, c'est-à-dire qui associe le cœur et les vaisseaux. Vous le voyez dans la formule du Cardiac Power Index, ce fameux index. Vous avez l'index cardiaque et la pression artérielle moyenne divisé par un agent normalisant qui va être en watts par mètre carré avec une normale qui est supérieure à 0,5 watts mètre carré. Dans le choc cardiogénique, lorsque vous êtes à moins de 0,4, c'est relativement sévère et vous pouvez observer ici que les patients sont effectivement sévères. Ils sont de façon basale entre 0,2 et 0,3. Ce que l'on peut observer, c'est que sous vasopressine, il n'y a pas d'augmentation de cet index de puissance cardiaque alors que la noradrénaline, à l'inverse, l'améliore. Clairement, là aussi, que ce soit la vasopressine, la phényléphrine ou les inhibiteurs du NO, ils doivent être considérés plutôt comme des vasopresseurs purs et non comme des inopresseurs. Seuls, ils altèrent la fonction cardiaque. On peut donc tous les oublier. Parlons maintenant encore d'une drogue qui a été très utilisée, qui est probablement encore utilisée dans certains endroits, qui est la dopamine. La dopamine a été testée dans l'état de choc versus noradrénaline en double aveugle. C'est une énorme étude qui a été publiée en 2010 par une équipe belge. Et dans cette étude, il y avait prévu dans le plan d'analyse statistique une analyse en fonction de l'état de choc, et ici donc le choc cardiogénique. L'objectif global, vous l'avez vu, c'était la mortalité à 28 jours. Et il n'y a aucune différence entre noradrénaline et dopamine. C'est un effet neutre sur la survie. Mais lorsque l'on regarde l'analyse en sous-groupe, eh bien, on se rend compte que le seul groupe pour lequel le hazard ratio, c'est-à-dire le risque instantané de survie au sens large du terme est meilleur avec la noradrénaline, c'est dans le groupe du choc cardiogénique. Comment est-ce qu'on explique ça? Eh bien, dans cette étude, et retrouvée par d'autres dans les suites, eh bien, dans le groupe dopamine par rapport au groupe noradrénaline, il y avait beaucoup plus d'arythmies cardiaques. Et c'est 2 fois plus d'événements arythmiques probablement à favoriser la survie dans le groupe noradrénaline. Qu'est-ce qu'on retient? C'est que les 4 agents que je viens de vous décrire ne doivent plus être utilisés dans le choc cardiogénique. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on doit utiliser? Ce qui nous reste, ce n'est pas grand-chose. Il nous reste l'adrénaline, la noradrénaline, la dobutamine, plus quelques autres agents étrangers. Un peu plus étranges, pardon, comme le lévocimendant. Eh bien, d'abord, noradrénaline et adrénaline proviennent tous de la même molécule, la phénylalanine. Et comme vous pouvez le voir, ils se trouvent sur avec de la même origine et ils sont extrêmement proches sur le plan biochimique. Qui plus est, ils agissent sur les mêmes récepteurs, c'est-à-dire les adrénorécepteurs alpha et bêta, que ce soit les alpha-1, alpha-2 ou bêta-1, bêta-2. Et ils ont donc finalement des effets assez proches. La différence se situe plus spécifiquement sur l'affinité de l'agent catécholergique avec son récepteur. Et c'est cette affinité qui va expliquer la différence d'effet que nous observons entre ces 2 drogues. Mais soyons très clairs, lorsque l'on regarde adrénaline et noradrénaline, eh bien, il n'y a pas vraiment d'effet en termes de vasoconstriction. Ici, ce sont des artères coronaires humaines qui ont été mises dans des bains et on a mesuré à des concentrations croissantes d'adrénaline et de noradrénaline la capacité contractile du vaisseau. On a mis des fils dedans, tout simplement, et on a regardé quelle était la force induite par les concentrations croissantes de catécholamine. Eh bien, vous pouvez observer qu'entre les 2 molécules, la différence n'est pas flagrante, quel que soit d'ailleurs, soit dit en passant, le pH. Alors, derrière ça, maintenant que vous avez vu que les 2 molécules n'ont pas
de façon évidente sur le plan expérimental de grosses différences, eh bien, ça a été testé chez l'homme. On a comparé adrénaline par rapport à noradrénaline plus dobutamine. C'est une petite étude randomisée en double aveugle, multicentrique, des chocs cardiogéniques post-syndrome coronarien aigu. Il y avait uniquement 57 patients inclus et l'objectif, c'était de voir s'il y avait la même augmentation du débit cardiaque. Attention, vous notez bien que dans cette étude, ce n'est pas adrénaline versus noradrénaline, mais c'est bien adrénaline versus noradrénaline plus dobutamine. Première donnée, dans les deux groupes, que ce soit dans le groupe noradré plus dobu versus adré, il n'y a aucune différence en termes de pression artérielle moyenne. Deuxièmement, vous observez que globalement, l'index cardiaque est identique entre les deux groupes, avec néanmoins, vous le voyez dans les premières heures, plus d'augmentation de l'index cardiaque dans le groupe adrénaline. Par contre, là où il existe une énorme différence, probablement via les effets bêta-2 de l'adrénaline, c'est que la fréquence cardiaque augmente beaucoup plus dans le groupe adrénaline que dans le groupe noradrénaline. Alors qu'à l'inverse, le volume d'éjection systolique est globalement identique. Qu'est-ce que l'on peut en conclure? C'est que les deux molécules ont agi globalement de la même façon, les deux groupes en tout cas, puisque là je ne vous ai dit pas deux molécules, il y a de la noradré plus de la dobu dans un, avec néanmoins un coût énergétique beaucoup plus important dans le groupe adrénaline, puisque vous avez pu observer que la fréquence cardiaque y est beaucoup plus élevée. L'efficience est donc probablement meilleure dans le groupe noradrénaline plus de butamine comparé au groupe adrénaline. Et qu'est-ce que l'on observe derrière? C'est que malgré des faibles doses de dobutamine, eh bien, dans le groupe noradrénaline plus dobutamine, on a beaucoup moins d'évolution vers un état de choc réfractaire que dans le groupe adrénaline. Ainsi, il semblerait que l'adrénaline soit délétère par rapport à l'association noradrénaline plus dobutamine, étude bien évidemment qui sera à confirmer. Néanmoins, dans la méta-analyse parue en même temps que le papier précédent, on observe qu'avec 16 cohortes inclus, qui représentaient quand même un gros pool de malades, plus de 2000 malades, eh bien, la proportion de décès était d'autant plus importante que les patients en proportion étaient traités avec de l'adrénaline. Ainsi, là aussi, c'est une preuve supplémentaire pour dire que l'adrénaline fait probablement moins bien que l'association noradrénaline plus dobutamine sur des critères qui sont la mortalité. Vous avez donc compris déjà beaucoup de choses, que la noradrénaline plus dobutamine était une association à privilégier. Et puis, vous avez tous entendu parler de cette molécule qui fait beaucoup de bruit, qui est très soutenue par son laboratoire, mais dont les évidences, pour l'instant, comme je vais vous le montrer, ne sont pas si importantes. D'abord, ce lévocimendant, comment fonctionne-t-il? Eh bien, le lévocimendant va se fixer sur la troponine C. C'est comme celle où se fixe le calcium. Et qu'est-ce qu'il va faciliter? Il va faciliter cette fixation du calcium. Pour être très clair, il va augmenter la durée durant laquelle le calcium va se fixer sur la troponine, ce qui va permettre de laisser pendant plus longtemps les sites d'actine découverts et donc va permettre la liaison des ponts actine-myosine, ce qui va permettre d'augmenter in fine la contractilité myocardique. Et oui, mais ce médicament n'a pas que ça comme action. Il a aussi une action sur des canaux au niveau des vaisseaux, qui sont les canaux KATP. Vous allez me dire quel est l'intérêt de me parler de ça, surtout à 13h05. Eh bien, l'intérêt majeur, c'est que cela va avoir une action vasodilatatrice. Qui dit vasodilatation dit plutôt une tendance à l'hypotension artérielle. Et cet effet vasodilatateur s'exerce d'ailleurs plus spécifiquement sur l'artériole afférente du rein, les artérioles afférentes du rein, au niveau des glomérules, ce qui va permettre d'augmenter en fait la quantité de sang qui arrive à ces 10 glomérules et probablement améliore
le fonctionnement rénal. Des effets quand même très différents de ce que je viens de vous présenter précédemment. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une molécule qui augmente la contractilité cardiaque, mais qui, à côté, a plutôt des actions vasodilatatrices. Or, vous savez que dans le choc cardiogénique, vous êtes plutôt vasodilaté. Lorsque l'on compare les différentes molécules que je vous ai présentées, je vous ai mis la dobutamine, la noradrénaline et puis ici le lévosimendan. Si l'on compare juste dobutamine par rapport à lévosimendan, eh bien, le mécanisme d'action est complètement différent. Les effets inotropiques sont globalement similaires et la littérature est d'accord avec ça. Par contre, le lévosimendan, par rapport à la dobutamine, a beaucoup plus d'effets dilatateurs, vasodilatateurs, qui peuvent évidemment, vous vous en doutez, être délétères. Est-ce que l'on est face à une molécule miracle? Puisque lorsqu'on y réfléchit bien, dans le choc, dans la dysfonction cardiaque, ce que l'on veut, c'est améliorer la contractilité, diminuer la difficulté à éjecter du sang, donc cet effet vasodilatateur. Si dans les formes les plus graves, il serait délétère, il peut être peut-être bénéfique dans les formes moins sévères. Eh bien, cela a été testé dans plein de situations et comme vous allez le voir, ce n'est pas formidable. Le lévosimendan a été utilisé chez les patients en périopératoire de chirurgie cardiaque, patients dont on imagine qu'ils ont un plus grand risque en sortie de CEC d'être en choc cardiogénique. Eh bien, ces patients en choc cardiogénique, modéré à classique, enfin de débutant à classique, pardon, lorsque l'on donne le lévosimendan et que l'on regarde la mortalité à 30 jours, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a aucune différence. Le résultat est neutre. Il faut là aussi admettre que dans cette étude-là, ce sont des malades très, très peu sévères qui ont reçu le traitement. Le médicament a été arrêté, le protocole a été arrêté pour futilité. Après l'avoir essayé de le donner en périopératoire chez des malades qui avaient déjà développé la maladie, on s'est dit qu'on allait le donner en préopératoire, un peu en quelque sorte à visée protectrice sur la fonction cardiaque, chez des patients qui avaient des facteurs de risque de développer un choc cardiogénique en post-opératoire avec une fraction d'éjection inférieure à 35%. Et puis là, pour une fois, les gens ont été extrêmement, à mon sens, futés. Ils ont dit on va faire un score composite, on est quasiment sûr qu'on va au moins avoir un de ces 4 éléments qui va revenir positif. Ils ont regardé la mortalité à 30 jours, l'épuration extra-rénale à 30 jours. Je vous ai dit que ça avait des effets sur le rein. Est-ce que le patient va faire un nouveau SCA et est-ce qu'il va être sous ECMO à J5? Eh bien, lorsque l'on regarde ce critère composite, qui est le premier objectif de l'étude, eh bien, le taux d'événement est strictement identique entre le groupe lévosimendan et placebo. C'est totalement neutre et les résultats de l'étude française sont identiques. Finalement, là, tout ça, on vous a parlé de préopératoire, de périopératoire, mais qu'en est-il du choc cardiogénique lui-même? Eh bien, c'est une étude qui date de 2007, qui est française aussi, qui a été faite par Alexandre Mebaza. Et dans cette étude multicentrique randomisée, qui a comparé cette fois-ci de façon très intelligente le lévosimendan par rapport à la dobutamine sur des patients en insuffisance cardiaque aiguë, c'est-à-dire vraiment pas des patients très sévères, à la limite du stade A. Ce qui est certain, c'est que là aussi, l'effet était neutre sur la mortalité, même si, il faut le noter, la contractilité était peut-être meilleure dans le groupe lévosimendan par rapport au groupe dobutamine, puisque le BNP a diminué plus rapidement dans le groupe expérimental lévosimendan. Enfin, dernière étude sur le lévosimendan, je vous ai dit qu'il y en avait eu beaucoup. Dans la défaillance multiviscérale, soyons très clairs, le plus souvent d'origine septique dans cette étude, on a mis du lévosimendan pour ses effets un peu globaux, rénaux, vasculaires, cardiaques par rapport au placebo, avec un objectif primaire qui était là aussi relativement futé, puisqu'on regardait le score de défaillance d'organes, le SOFA, jusqu'au J28. Qu'est-ce que l'on peut voir? D'abord, sur la mortalité, je suis désolé, je vous présente celui-là, eh bien, le lévosimendan a tendance à faire, bon, c'est neutre, hein, mais quand même un petit peu moins bien que le placebo. On n'aimerait pas avoir une courbe de survie comme ça dans le groupe expérimental, soyons très clairs. Et ce qui est certain, c'est que la moyenne du SOFA score réalisé chaque jour, eh bien, la différence n'est pas significative, mais elle est même un petit peu en défaveur dans le groupe lévosimendan. Elle est un peu plus élevée que dans le groupe placebo, avec beaucoup plus d'arythmie supraventriculaire dans le groupe lévosimendan.
Clairement, ce n'est pas en faveur du lévosimodan. Et pourtant, magie de la méta-analyse, lorsque l'on compare lévosimodan par rapport à dobutamine, pour la mortalité à court terme ou à long terme, il semblerait, avec plein de guillemets, sur des patients ultra hétérogènes entre les études, regardez bien le grading qui est low et low, eh bien le risque relatif soit plus faible dans le groupe lévosimodan que dans le groupe dobutamine. L'histoire n'est pas fermée, mais clairement, aujourd'hui, ce n'est pas une drogue que nous pouvons recommander, en particulier avec des études aussi différentes. Ce n'est pas un innopresseur, c'est un inotrope positif avec des effets vasodilatateurs, c'est donc un inodilatateur. Toutes les études sont neutres et probablement que de nouvelles études vont pouvoir nous apporter des informations essentielles dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le choc cardiogénique de type classique. Qu'est-ce que l'on doit retenir au final? Finalement, on va rester très simple. Le meilleur inopresseur reste la noradrénaline en première intention. Et doit-on les utiliser seuls ou en association avec des inotropes? Eh bien, la dobutamine doit être utilisée pour traiter les low cardiac output syndrome, ça veut dire les patients qui ont un faible débit cardiaque. C'est donc bien l'association noradré plus dobu. En conclusion, voilà ce que nous pourrions recommander avec des niveaux de preuve dont je tiens à rappeler qu'ils sont relativement faibles. Dans le choc cardiogénique classique, l'objectif est de rétablir un débit et de vasoconstricter. Le traitement étiologique est essentiel. Dobutamine plus noradrénaline est une association bénéfique qui va permettre de casser le cercle vicieux. Lorsque vous passez du stade CAD, ce n'est pas l'objet de ce cours-là, mais il est important de le souligner, vous êtes en train d'augmenter de façon immodérée votre dose de noradrénaline, votre patient est vasoplégique, le débit cardiaque est effondré, le traitement médical ne va rien y faire. Probablement qu'à cette étape-là où il faut impérativement casser ce cercle vicieux, c'est l'assistance cardiaque qui va permettre de rétablir un débit, de diminuer la congestion. Et en association avec vos médicaments que j'ai précédemment cités, noradré-dobu va limiter l'inflammation. Je vous remercie de votre attention. Ceci est une magnifique photo de la place Stanislas déconfinée, c'est-à-dire il y a fort longtemps, en été, où nous pouvons profiter de la vue exceptionnelle de cette place. Je vous remercie, je suis à votre disposition. Je pense que vous avez faim et que vous en avez marre. Merci Antoine. Vous l'aurez compris, la noradrénaline, c'est le couteau suisse du réanimateur. Donc, j'espère qu'on ira boire une bière. Ah oui, mon Dieu, je le veux. Avez-vous des questions? Il y en a une, si vous n'avez pas accès. Est-ce que le lévosimodan a un intérêt dans le syndrome cardio-rénal? Ça sent l'expérience vue au lit du malade. Un médecin qui a dit « Ouais, ça va aller, ça va le décongestionner, ça va trop bien marcher. » Mais j'en sais rien. Il n'y a pas d'études qui me permettent de vous donner une réponse autre qu'une réponse d'expert, c'est-à-dire de l'expert qui n'y connaît rien. Non, la réponse est j'en sais rien. Et en tout cas, pour moi, dans le syndrome cardio-rénal, il faut rétablir un débit et faire pisser le malade le plus souvent. Enfin, tout dépend du staging. Ils ont tous faim, là. Ils n'ont pas envie de m'écouter. Je les comprends. Hein. Parfois, les questions tardent un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de manger? Non, mais si vous n'avez pas de questions, je le comprendrai. Hein. Franchement, c'est difficile de faire ça en Teams. La stimulation est difficile. Ah! Ça y est. Tu vois les questions? Alors, ouais. Je vais commencer par la première. Dans le choc cardiogénique, faut-il abandonner la noradrénaline seule pour la remplacer par l'association dobu-noradrénaline? Question qui a du sens, mais qui néanmoins, on doit rester, surtout dans un cours de phase socle, le plus en rapport avec la littérature. C'est l'association noradrénaline plus dobutamine qui a été testée. Ainsi, je ne peux pas te dire, Louis, que la noradrénaline seule
est un traitement qui est recommandé dans le choc cardiogénique. C'est recommandé lorsque tu es au stade C, que tu as un patient qui est vasoplégique, qui a un bas débit cardiaque, tu débutes la noradrénaline et la dobutamine à faible dose en même temps. Mais je ne pense pas que je puisse te dire qu'il faut mettre ou ne pas mettre de la noradrénaline seule. Je t'avoue que ça m'arrive de mettre de la noradrénaline seule. Pourtant, l'étude, alors, c'est pas contre dobutamine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de match dobutamine plus noradré versus noradré seul, mais il y a eu un match noradré seul. Ouais. Contre une association qui faisait un peu le mélange entre dobutamine et noradrénaline. Et le match est plutôt gagné par la noradrénaline. C'est vrai. Mais ça, il n'y a pas de réponse claire, et Antoine, il a raison, sauf que vous pouvez commencer par la noradré, et ensuite, si votre monitoring à minima vous montre que votre SVO2 elle est correcte, c'est pas la peine de rajouter de la dobutamine. Vous ne ferez qu'augmenter le transport en oxygène pour rien du tout. C'est l'intérêt de mesurer la SCVO2. Si elle est correcte, ou si vous avez une SCVO2 un peu basse, mais pas de lactate, et votre gradient, il est bien, votre gradient véno-artériel est bien, il n'y a pas lieu d'aller mettre un inotrope qui va rendre le patient tachycarde, qui va favoriser la survenue d'une arythmie et qui va rendre le patient vasoplégique. Quand vous mettez de la dobutamine, vous rendez le patient vasoplégique. Alors, je partage parfaitement cette remarque et je renchéris même. Ça va dépendre de l'état clinique de votre patient. C'est sûr qu'un malade qui a 150 de fréquence cardiaque, vous lui rajoutez de la dobutamine, ça ne va pas aller, quoi. Vous allez lui mettre de la noradrénaline et grosso modo, vous espérez la stabilisation ou alors vous allez très rapidement à l'assistance. Le choc cardiogénique, c'est le traitement étiologique et il faut que ça aille vite derrière. Si ça ne va pas vite, on va très rapidement vers l'assistance pour éviter l'installation des défaillances hépatiques et rénales. Est-ce qu'il y a plus de risques de troubles du rythme ou de nécrose digitale avec l'utilisation de l'adrénaline? Eh bien, je te remercie, Louis, de poser cette question parce qu'on va casser un mythe. La nécrose digitale sous catécholamine, c'est pas la catécholamine qui crée la nécrose digitale, c'est l'état clinique du patient, c'est la coagulation intravasculaire disséminée. C'est pas ça. Quand les doigts de ton patient deviennent noirs, c'est que le malade est très malade, mais c'est pas la catécholamine. La catécholamine, elle restaure de la perfusion tissulaire. Au contraire, lorsqu'elle est mise dans de bonnes conditions avec une volémie adaptée, c'est exactement l'effet inverse. Est-ce que l'adrénaline augmente la quantité de troubles du rythme? La réponse est oui, c'est formel, ça augmente la quantité de troubles du rythme tout simplement parce que c'est bêta-2+. Alors, Clad, bonjour, est-ce que la dobutamine seule en cas de bas débit cardiaque sans vasoplégie pourrait suffire ou bien il y a toujours un peu de vasoplégie? Oui, tu as raison. C'est pour ça que j'ai bien précisé au tout début de mon topo que j'abordais essentiellement le stade C, c'est-à-dire celui qui vient en réanimation, c'est-à-dire celui qui a de la vasoplégie, de l'inflammation. Mais le spectre des phénotypes du choc cardiogénique et de façon plus générale de l'insuffisance cardiaque aiguë est immense. Et il est extrêmement difficile de s'y repérer, de savoir quand un OAP devient un stade B, quand c'est très difficile. Ce qui est certain, c'est que lorsque le patient a une pression artérielle diastolique maintenue dans un choc cardiogénique, la dobutamine peut être utilisée de façon seule pour augmenter le débit cardiaque et ainsi augmenter la pression artérielle par le simple fait que c'est les résistances fois le débit qui définissent la pression artérielle. La réponse est donc oui. Il n'y a plus de questions. On en a résolu 13 ce matin. 34 en tout. 34 questions. C'est pas mal, 34 questions, honnêtement. Bien, ce que je propose, c'est de faire la pause déjeuner et de se retrouver à 14 h. Les trois orateurs que nous sommes, il faut qu'on